450 millions de dollars. Ce chiffre, dans d'autres contextes, évoquerait la prospérité. Mais au Burkina Faso, il résonnait comme une provocation. Lorsque les camions d'aide en provenance des États-Unis arrivèrent à Ouagadougou, le silence régna plutôt que la gratitude. Derrière chaque sac de soja, une promesse étrangère se cachait. Ibrahim Traoré savait qu'accepter cette aide, c'était risquer la souveraineté du pays. Pourquoi un peuple affamé refuserait-il une telle offre? Parce que la dignité ne se négocie pas, même face à la faim. Le Burkina Faso choisit de nourrir son indépendance, plutôt que d'accepter l'humiliation. Lorsque le président Ibrahim Traoré a annoncé son refus de l'aide américaine, le monde a observé avec étonnement. 450 millions de dollars, une offre généreuse pour un pays qui lutte contre la faim. Pourtant, Traoré savait que l'aide humanitaire n'était pas la solution à long terme. Accepter de l'aide conditionnée revenait à sacrifier la souveraineté du Burkina Faso. Il ne s'agissait pas simplement de refuser de l'argent, mais de rejeter une forme de dépendance qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Le risque était immense. Isolement international, représailles économiques, voire famine. Mais pour Traoré, ce choix symbolisait bien plus que la survie immédiate. Il s'agissait de redéfinir la dignité d'un peuple. En refusant l'aide étrangère, le Burkina Faso s'engageait sur un chemin risqué, mais nécessaire. C'était un acte de foi, un retour aux racines, à la souveraineté agricole. Le pays choisissait de nourrir sa population avec ses propres semences, dans l'espoir de reconstruire son indépendance à long terme. Tout a commencé avec un simple document de 126 pages, un accord d'aide agricole, qui devait théoriquement apporter la solution à la crise alimentaire du Burkina Faso. Cependant, Ibrahim Traoré s'arrêta sur la 3e clause, qui stipulait que les semences nécessaires à la production agricole seraient génétiquement modifiées et importées, sous le contrôle exclusif de grandes firmes américaines. Ce qui semblait être une offre de modernisation agricole était en réalité une cartographie de la dépendance. À travers ce document, Traoré vit la véritable nature de l'aide, un piège destiné à maintenir le pays dans un cycle de subordination. Il se tourna vers ses ministres et, dans un silence lourd de sens, murmura « Alors, même notre pluie devrait être importée ?» Ce fut un moment décisif. La question semblait simple, mais elle portait en elle une vérité profonde qui allait remettre en question toute la rhétorique du développement. L'aide qui contrôle, disait-il, ne sert pas à véritablement aider. Le refus de cette aide, bien que risquée, se fit avec une clarté morale. Il ne fallait pas sacrifier la liberté et la souveraineté du pays pour quelques millions de dollars. Le monde réagit avec étonnement et scepticisme. Les critiques vinrent principalement des puissances occidentales qui voyaient ce refus comme un acte de défiance, un retour en arrière. Mais sur le terrain, la population burkinabé réagissait autrement. Dans les rues de Ouagadougou, un nouveau slogan apparut. « Farm Sovereignty First ». Ce choix audacieux n'était pas seulement une décision politique, mais un mouvement de réaffirmation de l'identité nationale, une manière de dire au monde que le Burkina Faso choisirait son propre destin, malgré les risques. Ibrahim Traoré n'était pas seul dans ce défi. Dès le moment où il annonça la décision de refuser l'aide étrangère, une vague de soutien populaire se déversa dans tout le pays. Les paysans, qui avaient souffert des effets dévastateurs des politiques d'aide dans le passé, se mirent à voir en Traoré un symbole de leur résistance. Maretou, une agricultrice du Sud, se souvint des cargaisons d'engrais importés qui avaient brûlé ses champs plusieurs années auparavant. Elle déclara « Notre terre rejette ce qui ne lui appartient pas ». Ces mots se répandirent comme un feu de paille, devenant rapidement un proverbe partagé à travers le pays. Le geste de Traoré ne fut pas seulement politique, il devint un acte de foi pour les Burkinabés. Il n'était plus seulement un président, il était devenu un guide,
celui qui osait défier les puissances extérieures pour défendre la dignité de son peuple. Le slogan « Nous ferons pousser ce que nos ancêtres ont semé » résonnait dans les marchés, dans les écoles et dans les débats au quotidien. Traoré incarnait la vision d'une nation qui refusait de dépendre des autres et qui se relevait en cultivant sa propre indépendance. L'acte de refuser l'aide étrangère n'était pas un caprice, mais une conviction profonde que le vrai changement venait de l'intérieur. Il fallait redonner au peuple la capacité de se nourrir de ses propres ressources. En choisissant cette voie, Ibrahim Traoré allait transformer non seulement l'agriculture du Burkina Faso, mais aussi l'équilibre moral de tout un continent. Le choix de refuser l'aide n'a pas été un simple geste symbolique. C'était une déclaration de guerre contre un système économique mondial qui impose la dépendance sous couvert de solidarité. Le pays se retrouvait face à un dilemme: accepter l'aide américaine, avec ses promesses de 450 millions de dollars, et risquer sa souveraineté, ou choisir l'incertitude et tenter de se reconstruire avec ses propres ressources. Ibrahim Traoré savait que la décision entraînerait des conséquences immédiates et dramatiques. Les représailles économiques ne tardèrent pas. Les diplomates étrangers qualifièrent ce refus de malentendu et les sanctions économiques commencèrent à se profiler. Les marchés internationaux réagirent par des hausses de prix et les fonds de l'aide humanitaire furent redirigés ailleurs. Mais le Burkina Faso, dirigé par Traoré, n'avait pas le choix. L'indépendance n'était pas négociable, même au prix de l'isolement temporaire. Les premières semaines après le refus furent marquées par une résilience inattendue. Loin de sombrer dans la famine, le peuple burkinabé commença à se mobiliser. Des milliers de paysans se rassemblèrent pour planter des semences locales, retravailler la terre avec des méthodes adaptées à leur climat et à leur environnement. L'État, loin de se résigner, a mis en place un plan de souveraineté agricole financé non par des dons internationaux, mais par ses propres réserves d'or. Ce programme audacieux prévoyait l'allocation de 200 000 hectares de terre pour les cultures locales, ainsi que la création de 12 pépinières de semences adaptées aux conditions climatiques difficiles. L'un des projets les plus ambitieux était la construction de 3 usines d'aliments pour le bétail, pour renforcer l'autosuffisance du pays. Le plan n'était pas parfait, mais il incarnait une nouvelle vision de l'avenir, un futur libre de toute tutelle. Les premiers résultats furent modestes. La production agricole augmenta lentement, mais la stabilité psychologique des communautés se renforça. Pour la première fois, les paysans burkinabés se sentaient maîtres de leur destin. Les critiques venant des médias étrangers et des analystes économiques n'avaient pas manqué. On leur disait que la voie choisie était trop risquée, que l'économie allait s'effondrer, que la faim reviendrait en force. Mais Traoré persévérait, avec une conviction inébranlable. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de récoltes agricoles, mais de reconquérir une indépendance que son pays avait perdue pendant des décennies. Les coopératives locales commencèrent à se multiplier. Des milliers de jeunes, auparavant tentés par l'exil, revinrent dans les campagnes pour participer à la transformation agricole. Les femmes, souvent exclues des grandes réformes économiques, furent à la tête de ces initiatives. Elles formèrent des réseaux d'entraide, partagèrent leurs semences et s'approprièrent le concept de souveraineté agricole. L'État encouragea cette dynamique en fournissant des exonérations fiscales pour les producteurs locaux. Le défi était immense, mais chaque obstacle surmonté était perçu comme un petit pas vers la liberté. Les rendements agricoles restaient peut-être bien en deçà des prévisions, mais l'impact sur la société burkinabé était déjà palpable. La peur qui paralysait autrefois les Burkinabés commença à se dissiper. Le peuple réalisait que l'avenir ne dépendait pas des promesses d'aide extérieure, mais de leur propre volonté de se relever. Ce refus de l'aide, qui semblait un acte d'irréalisme aux yeux de beaucoup, se transforma en un acte de courage collectif. Peu à peu, ce mouvement de souveraineté agricole devint un modèle pour d'autres pays de la région, et même au-delà. Les critiques sorties de l'extérieur ne pouvaient pas comprendre que, pour Ibrahim Traoré et pour son peuple,
La dignité retrouvée était plus précieuse que l'argent. Les premiers résultats de la politique de souveraineté agricole, bien que modeste, commencent à émerger. Ibrahim Traoré, fidèle à sa vision, insista sur l'importance de démontrer que la souveraineté ne se mesurait pas en dollars, mais en termes de résultats concrets sur le terrain. Au lieu d'accepter des subventions extérieures, il a misé sur la réhabilitation de terres locales et l'amélioration de la production intérieure. Les chiffres, bien qu'inférieurs aux prévisions initiales, sont révélateurs. En un an, plus de 200 000 hectares de terres ont été réhabilités pour les cultures locales, soit une augmentation significative de la superficie cultivée avec des semences adaptées. Ces semences locales, baptisées burkinabé, résistèrent mieux aux conditions climatiques difficiles et nécessitèrent 30% moins d'eau que les variétés importées. Là où l'on redoutait une sécheresse accrue, les récoltes ont montré une certaine stabilité, avec une baisse modeste mais notable des importations alimentaires. En effet, la part des importations agricoles a chuté de 18% pour la première fois depuis 2 décennies. Les résultats ne se limitent pas aux chiffres agricoles. La souveraineté alimentaire a également favorisé une transformation sociale. L'introduction des coopératives locales a permis de réinjecter des ressources dans les économies rurales. En effet, les revenus agricoles ont augmenté de 12% dans les zones pilotes du programme. Ces zones ont vu une revitalisation des marchés locaux et une participation accrue des jeunes, qui auparavant cherchaient à émigrer vers d'autres pays pour trouver du travail. Plus de 40 000 jeunes se sont inscrits dans les coopératives agricoles, un chiffre impressionnant pour un pays qui faisait face à une fuite massive des cerveaux. Les initiatives de Traoré ont également un impact sur l'emploi local. La création des pépinières et des usines d'aliments pour le bétail a permis de créer plusieurs milliers de nouveaux emplois, offrant des perspectives à des jeunes qui, autrement, auraient été condamnés à un avenir incertain. Les femmes, longtemps exclues des grandes réformes économiques, ont joué un rôle central dans la gestion de ces nouvelles coopératives. Grâce à des exonérations fiscales, l'État a permis aussi aux producteurs locaux d'augmenter leur production et de revitaliser les circuits économiques régionaux. Ce modèle a démontré qu'un pays peut croître de manière autonome, sans dépendre des aides extérieures. En termes de résultats tangibles, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'agriculture burkinabé, même si elle n'a pas atteint la production escomptée, est sur la voie de l'autosuffisance. Les semences locales, bien qu'encore loin d'être parfaites, ont prouvé leur résistance et leur capacité à offrir des rendements décents, même dans un climat difficile. Par ailleurs, l'augmentation de la production locale a permis de réduire de manière significative les fluctuations des prix agricoles, rendant le marché plus stable. Ce modèle, loin d'être parfait, pose les bases d'une transition vers un modèle durable et indépendant, et s'affirme comme une alternative possible aux modèles agricoles dominés par les grandes puissances étrangères. La vision d'Ibrahim Traoré, bien qu'audacieuse et révolutionnaire, a rencontré une résistance farouche, notamment de la part de ceux qui défendent la voie de l'intégration dans le système économique mondial. Les critiques s'appuyaient sur 2 principaux arguments. D'abord, ils soulignaient les risques économiques du projet, estimant qu'un pays aussi fragile que le Burkina Faso ne pouvait se permettre de refuser l'aide extérieure. L'économie mondiale, argumentait-il, avait évolué vers des partenariats gagnant-gagnant, où l'aide humanitaire et les investissements étrangers sont essentiels à la modernisation d'un pays. Refuser l'assistance internationale reviendrait à condamner le Burkina Faso à l'isolement, à des sanctions économiques et à un développement ralenti. Selon eux, le pays aurait dû accepter les subventions pour moderniser son agriculture, améliorer ses infrastructures et ouvrir son marché aux investissements étrangers. Le deuxième argument contre la politique de Traoré se concentrait sur la question de l'autosuffisance alimentaire. Les détracteurs de la politique soutiennent que la souveraineté alimentaire, bien que noble, était irréaliste pour un pays aussi vulnérable au changement climatique. Le Burkina Faso, un pays du Sahel, fait face à des conditions climatiques extrêmement difficiles, ce qui rend la production agricole locale risquée. De plus, sans la technologie avancée et les semences génétiquement modifiées,
fournis par les grandes entreprises agricoles internationales, la productivité resterait faible, ce qui menacerait la sécurité alimentaire. Cependant, en réponse à ces critiques, Ibrahim Traoré a mis en avant plusieurs points solides. D'abord, il a souligné que l'aide humanitaire ne faisait qu'entretenir un cycle de dépendance où le pays restait à la merci des fluctuations des aides internationales. En refusant cette dépendance, le Burkina Faso avait l'opportunité de se réinventer. Ensuite, Traoré a insisté sur le fait que l'autosuffisance alimentaire ne signifiait pas nécessairement l'isolement. Au contraire, cela offrait au pays la possibilité de diversifier ses partenariats et de coopérer avec d'autres nations africaines, loin des modèles néocoloniaux des anciennes puissances impérialistes. Il a également réagi aux critiques sur les conditions climatiques difficiles en soulignant les réussites obtenues grâce aux semences locales adaptées et résistantes à la sécheresse. L'expérience du Burkina Faso montrait que, loin de rendre le pays plus vulnérable, une agriculture locale et durable était une alternative plus résiliente face aux crises mondiales. En investissant dans des semences locales et dans la formation de ses citoyens, le pays pouvait non seulement réduire sa dépendance aux importations alimentaires, mais aussi augmenter sa résilience face aux aléas climatiques. Un an après le refus de l'aide américaine, les résultats commencent à se faire sentir de manière concrète, et il devient clair que le Burkina Faso est sur une voie différente. Le pays a non seulement réduit sa dépendance vis-à-vis des aides internationales, mais il a aussi amorcé un tournant décisif dans sa quête de souveraineté. Un slogan populaire a émergé dans les rues de Ouagadougou. « Nous mangeons ce que nous plantons ». Ce simple message résume l'essence de la révolution agricole portée par Ibrahim Traoré. Mais au-delà des mots, ce qui se passe sur le terrain est tout aussi important. Le pays commence à récolter les fruits de ses efforts. Les 200 000 hectares de terres réhabilitées ont permis de produire une quantité importante de semences locales adaptées au climat. Les nouvelles semences burkinabèes résistent mieux à la chaleur et nécessitent moins d'eau, ce qui a permis d'améliorer la production malgré la sécheresse. En parallèle, des milliers de jeunes agriculteurs ont rejoint les coopératives, contribuant à une dynamique de changement dans le secteur rural. Ce qui semblait un pari risqué commence à prendre forme, et les autres nations du Sahel commencent bien à regarder le modèle du Burkina Faso avec intérêt. Les répercussions de la décision d'Ibrahim Traoré de refuser l'aide étrangère ne se limitent pas à l'agriculture. En effet, ce choix audacieux a eu des répercussions profondes sur plusieurs aspects de la société burkinabé. Et ces effets sont d'autant plus visibles dans 4 domaines clés que sont l'économie, la politique, la société et les relations internationales. L'économie a commencé à se redresser malgré les défis. L'augmentation de la production agricole, bien que modeste, a permis au pays de réduire sa dépendance aux importations. La baisse de 18% des importations alimentaires a été un signal fort. En parallèle, les coopératives agricoles locales ont créé de nouvelles opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes. Plus de 40 000 jeunes ont rejoint les coopératives, un changement radical par rapport à la fuite massive des cerveaux observée auparavant. Les entreprises locales, notamment celles liées à la transformation alimentaire et la production d'engrais, ont commencé à redéfinir leurs circuits économiques, avec un impact direct sur la balance commerciale du pays. En politique, la décision de Traoré a renforcé son autorité et son image de leader déterminé. En refusant de se soumettre à la pression internationale, il a gagné un soutien massif auprès des Burkinabés, qui voyaient en lui un modèle de résistance à l'impérialisme économique. Ce geste a aussi provoqué des changements dans le paysage politique régional. D'autres pays du Sahel ont observé la politique du Burkina Faso avec intérêt, certains envisageant de suivre un chemin similaire pour se libérer de la dépendance économique et politique des anciennes puissances coloniales. Dans la société, la réaction de la population a été plus que positive. Le refus de l'aide a ravivé un sentiment de fierté nationale, particulièrement au sein des communautés rurales. Les femmes,
qui avaient été historiquement exclus des réformes économiques majeures, ont pris un rôle central dans le processus de transformation agricole. Elles ont non seulement dirigé les premières deux coopératives, mais ont aussi partagé leur savoir-faire traditionnel sur les semences locales et la gestion des terres. La notion de souveraineté agricole a pris un nouveau sens dans le pays, incarnant non seulement une indépendance économique, mais aussi une résilience face aux défis climatiques et économiques. Sur le plan international, la décision de Traoré a provoqué une onde de choc. Les puissances occidentales ont réagi avec scepticisme, mais peu à peu, un respect discret s'est installé. Même le FMI, traditionnellement sceptique face à de tels choix, a salué la résilience interne du pays. Le Burkina Faso est devenu un modèle pour d'autres nations africaines en quête de réformes radicales. Cependant, malgré ce respect croissant, les critiques n'ont pas cessé, notamment concernant les risques économiques à long terme du modèle choisi. Mais Traoré a toujours réaffirmé que ce n'était pas une question de chiffres court terme, mais de construction d'une vision durable à long terme. En résumé, bien que le Burkina Faso fasse face à des défis économiques et sociaux, les résultats réels de la politique de souveraineté agricole sont incontestables. L'isolement initial, loin de nuire au pays, a renforcé sa détermination et a ouvert la voie à une nouvelle forme de développement basée sur la solidarité, la durabilité et, surtout, la liberté économique. À court terme, les conséquences de la politique de souveraineté agricole sont déjà visibles. Mais comment évoluera le Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois? 3 scénarios sont possibles, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays. Commençons par le premier scénario, celui de la trajectoire de base. Le pays poursuit sa voie d'autosuffisance alimentaire, avec des récoltes qui couvrent environ 65% des besoins nationaux. Ce scénario repose sur une stabilisation progressive des conditions agricoles. L'augmentation modérée des rendements et l'amélioration continue des semences locales, comme le Burkina Bay, permettront de maintenir une certaine stabilité. Les coopératives agricoles locales continueront de croître, mais à un rythme plus lent. Bien que les résultats économiques restent modérés, le Burkina Faso consolidera sa souveraineté alimentaire, tout en renforçant les liens régionaux avec des pays voisins comme le Mali et le Niger. Ce scénario privilégie une croissance stable, mais prudente, axée sur la résilience à long terme, plutôt que sur l'expansion rapide. Passons maintenant au deuxième scénario, celui de l'horizon optimiste. Dans ce scénario, l'impact de la souveraineté agricole du Burkina Faso s'étend au-delà de ses frontières. Le pays inspire toute la région du Sahel, créant une coalition agricole afro-centrée. Des initiatives similaires émergent dans d'autres pays africains, soutenues par des ONG locales et des entreprises africaines plutôt que par des acteurs étrangers. Le Burkina Faso devient un laboratoire pour les pratiques agricoles durables, en collaborant avec des chercheurs du Kenya, du Sénégal et du Bénin. Les exportations agricoles augmentent et une nouvelle génération de jeunes, inspirés par la politique de souveraineté, se tourne vers l'agriculture plutôt que les migrations. Bien que des défis subsistent, ce scénario ouvre une nouvelle ère de coopération continentale, offrant des perspectives de croissance plus ambitieuses à long terme. Enfin, considérons le troisième scénario, celui du pire cas. Les conditions climatiques deviennent plus extrêmes, aggravant les sécheresses et réduisant les rendements agricoles. Les tensions sociales augmentent et les critiques internationales contre la politique de Traoré se renforcent. Les partenaires étrangers, déçus par le refus d'accepter l'aide conditionnée, se retirent, exacerbant l'isolement du pays. Les prix des denrées alimentaires augmentent et les inégalités sociales se creusent, menaçant la stabilité interne. Toutefois, même dans ce scénario, une conviction demeure. Malgré les difficultés, le pays continue de préférer la liberté et l'autosuffisance, bien que cela vienne avec des coûts à court terme. Le défi réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir sa politique tout en équilibrant les besoins urgents de sa population. Quel que soit le scénario,
L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à renforcer la coopération régionale et à adapter son modèle agricole aux réalités climatiques. La résilience du pays, déjà éprouvée par la crise, sera mise à l'épreuve par ces défis futurs. Mais là, la direction prise par Ibrahim Traoré, fondée sur la souveraineté, semble bien plus résistante aux tempêtes économiques et sociales à venir que toute alternative basée sur une aide extérieure. La politique de souveraineté agricole menée par Ibrahim Traoré n'est pas qu'une simple réforme agricole. C'est un modèle de transformation radicale qui touche à la fois la conscience collective et les valeurs profondes du peuple burkinabé. Pour ceux qui vivent au Burkina Faso, ce mouvement ne se résume pas seulement à des chiffres ou à des semences. Il s'agit de quelque chose de plus intime, la redécouverte d'une dignité perdue et la reconquête d'une autonomie longtemps ignorée. Ce changement, bien qu'essentiellement politique et économique, est avant tout social. Il donne aux Burkinabés, notamment aux jeunes et aux femmes, un sens de l'espoir et de la fierté. Le slogan « Nous mangeons ce que nous plantons » résonne non seulement comme un appel à l'autosuffisance, mais aussi comme un cri de résistance contre des siècles de domination économique. Les jeunes, longtemps qu'ils s'est attirés par l'idée de l'émigration comme une forme de salut, commencent à voir un avenir dans leur propre campagne. Dans ce contexte, les coopératives agricoles ne sont pas seulement des structures économiques, mais des lieux d'émancipation, où se tissent des réseaux de solidarité, de soutien et d'innovation locale. Pour ceux qui observaient de loin, le modèle burkinabé a mis en lumière un point crucial. Un peuple peut-il vraiment se développer sans avoir à sacrifier son indépendance ? Ce n'est pas seulement une question de culture ou de politique, mais une question de dignité et de pouvoir collectif. Le Burkina Faso, sous la conduite de Traoré, montre qu'un pays, même avec des ressources limitées, peut se relever et prospérer en restant fidèle à ses valeurs. La transformation du Burkina Faso vers la souveraineté agricole nécessite une stratégie claire et une série d'actions bien définies. Voici 3 étapes clés pour maintenir et approfondir cette dynamique, qui pourrait inspirer d'autres nations en quête d'indépendance économique. Premièrement, replanter la mémoire collective. La première étape consiste à ancrer profondément la souveraineté agricole dans la culture nationale. Cela passe par la création d'une banque nationale des semences, gérée collectivement par des scientifiques, des agriculteurs et des anciens paysans. Ce projet permettrait de conserver et d'adapter les semences locales, tout en préservant le savoir-faire ancestral. L'État devrait investir dans des programmes éducatifs pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'agriculture durable et locale. Les écoles rurales deviendraient ainsi des centres de formation pratique, où chaque saison agricole serait une opportunité d'apprentissage. Deuxièmement, former avant de financer. Le financement des projets agricoles ne doit pas être une fin en soi. Au lieu de donner des subventions directes, l'État devrait concentrer ses efforts sur la formation et le renforcement des capacités locales. Cela inclut la formation des agriculteurs sur les meilleures pratiques, l'utilisation de technologies adaptées et la gestion durable des ressources naturelles. Des partenariats avec des experts locaux et internationaux pourraient permettre de partager les connaissances tout en soutenant l'innovation locale. Troisièmement, mutualiser les outils et redistribuer la valeur. Au lieu d'importer des machines agricoles coûteuses, l'État devrait financer des ateliers communautaires capables de réparer, adapter et fabriquer localement les équipements nécessaires. Ce modèle permettrait de renforcer l'autonomie technique du pays tout en créant des emplois locaux. De plus, les profits générés par ces initiatives devraient être réinvestis dans des projets sociaux et environnementaux, assurant ainsi une répartition équitable de la richesse générée par cette transition. 1 an après le rejet de l'aide américaine, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. L'ombre de la famine, qui avait autrefois pesé sur le pays, semble se dissiper, remplacée par un nouveau souffle, celui de la souveraineté. Ibrahim Traoré, un homme qui a osé remettre en question l'ordre mondial, se tient sur cette terre fertile,
dans les champs de Koudou, où tout a commencé. Il n'y a pas de célébration bruyante, pas de triomphe ostentatoire, mais un profond silence empreint de respect. Ce moment où Traoré se penche pour toucher la terre symbolise bien plus qu'un geste de fermeté politique. C'est une déclaration silencieuse, mais percutante, que l'indépendance ne se gagne pas avec des promesses, mais avec des actions concrètes, enracinées dans les valeurs d'un peuple. Dans les villages, les enfants apprennent que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en ce que l'on crée soi-même, en ce que l'on cultive avec ses propres mains. Ce retour aux racines est plus qu'une victoire agricole. C'est une victoire de la dignité humaine, de l'autonomie retrouvée et d'un avenir réinventé. La terre ne ment pas. Ce simple principe, gravé dans les esprits de tout un peuple, était devenu le fondement de la révolution silencieuse du Burkina Faso. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays qui se relève seul, c'est un message pour tous ceux qui croient que la dignité ne peut se mesurer en termes de dépendance. Le choix du Burkina Faso, incarné par Ibrahim Traoré, de refuser l'aide étrangère pour construire une souveraineté nationale, résonne bien, au-delà des frontières de ce petit pays du Sahel. À vous qui suivez cette histoire, qui croyez qu'un peuple peut se relever sans permission, posez-vous cette question. Et vous, comment semez-vous votre avenir ? La dignité d'un peuple, comme celle d'un individu, se cultive au quotidien, avec courage et persévérance. Si cette vision de la liberté vous touche, partagez-la, faites-la vivre. Le Burkina Faso a montré que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de dire non à la tutelle, pour dire oui à un futur plus libre. À nous maintenant de suivre l'exemple,